Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la 7 pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, suite à un récent arrêté ministériel, les centres d'écrit des examens nationaux seront réorganisés avec une directive fixant le nombre de candidats par centre. On y revient. Et en vue de garantir un accès universel à l'énergie, le Togo s'engage à investir 57 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Cette démarche vise à poursuivre les projets actuels et à étendre la disponibilité de l'électricité aux foyers togolais. Au-delà de nos frontières, le Zimbabwe tourne une page de son histoire en supprimant la peine de mort, signe manifeste de son attachement aux droits de l'homme et à la dignité humaine. Dans un communiqué officiel, les autorités zimbabwéennes mettent en exergue l'importance d'un système judiciaire équitable et transparent. L'annonce de la validation du report de l'élection présidentielle et de la prolongation du mandat du président Macky Sall par l'Assemblée nationale a provoqué de vives réactions au sein de la population sénégalaise. On y revient. Voici donc tout pour les titres. Restez avec nous. Le gouvernement togolais a interdit l'exportation de ferraille pour stimuler la transformation locale et l'industrie nationale. Malgré la controverse que cette décision suscite, il reste déterminé à mettre en œuvre cette politique, la considérant comme une étape nécessaire pour le développement économique du Togo. Le gouvernement togolais a annoncé l'interdiction de l'exportation de la ferraille et de ses sous-produits ferreux le 7 avril 2021. Cette décision vise à encourager la transformation locale de ces matières premières et à stimuler l'industrie nationale. En effet, le Togo, riche en ressources métalliques, a longtemps exporté sa ferraille vers d'autres pays où elles sont transformées en produits finis. Cependant, cette pratique prive le pays des bénéfices économiques liés à la transformation de ces matières premières. Ainsi, l'interdiction de l'exportation de la ferraille est donc une tentative de réorienter ces ressources vers l'industrie locale. Le gouvernement espère que cette mesure incitera les entrepreneurs à investir dans les usines de transformation de la ferraille, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie. Cependant, cette décision n'est pas sans controverse. Certains craignent que l'interdiction de l'exportation de la ferraille n'entraîne une augmentation des prix des produits métalliques, affectant ainsi les consommateurs. Aussi, cette dernière pourrait avoir des conséquences économiques négatives pour les entreprises locales qui dépendent de l'exportation de ces matériaux. De plus, elle pourrait dissuader les investissements étrangers dans le secteur du recyclage des métaux au Togo. Malgré ces préoccupations, le gouvernement reste déterminé à mettre en œuvre cette politique. Il est convaincu que l'interdiction de l'exportation de la ferraille est une étape nécessaire pour le développement de l'industrie métallurgique du Togo. Parlons éducation à présent. Les centres d'écrit des différents examens nationaux vont connaître une nouvelle réorganisation. Dans un récent arrêté, le ministre en charge de l'éducation fixe le nombre de candidats par centre d'écrit et ces centres doivent être situés aussi proches que possible des candidats. Le récit de Kofi Kliké. Même si d'aucuns se plaignent de la pluralité des décrets ministériels au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nombre d'entre eux contribuent au bien-être des apprenants. Les dernières dispositions concernent la création des centres d'écrit, que ce soit pour l'examen du CEPD, du BEPC, du Bac 1 et du Bac 2. Selon le nouvel arrêté du ministère en charge de l'enseignement, le nombre total de candidats dans un centre d'écrit ne peut excéder 250 élèves. Cependant, si le centre d'écrit est composé de 2 groupes scolaires, le nombre total de candidats exigé est de 500 élèves. Une nouvelle particularité de ce décret est la prise en compte de la proximité des candidats des centres d'écrit. Selon le ministère de l'Éducation, je cite, « La distance à parcourir par le candidat le plus éloigné du centre d'examen ne doit dépasser 8 km. Autrement, on procède à la délocalisation du centre d'examen lorsque des obstacles naturels tels que les cours d'eau, les reliefs escarpés ou des contraintes physiques, notamment les inondations, la dégradation des voies d'accès, rendent difficile l'accès au centre. Par ailleurs, l'arrêté ministériel autorise la création de centres d'écrit annexes. Ceci tiendra compte de la proximité du centre d'écrit principal et du nombre de candidats à y installer.
57 milliards de francs CFA, c'est le budget et qui sera alloué pour l'accès universel à l'énergie au Togo en 2024. L'objectif est de poursuivre les chantiers déjà entrepris de faciliter l'accès à l'électricité pour les ménages et d'atteindre l'électrification pour tous d'ici 2030. Plus de précisions dans cet élément d'Afzal Kandé. Au Togo, la quête de l'accès universel à l'énergie s'intensifie avec un investissement significatif de 57 milliards de francs CFA prévus pour cette année. Cette somme représente 98% du budget annuel alloué au ministère délégué chargé de l'énergie et des mines. Ce financement substantiel sera déployé pour consolider les projets déjà en cours. Parmi eux, l'initiative CISO, le programme d'électrification de 317 localités et de Fontinga visant à faciliter l'accès à l'électricité pour les foyers. Une part significative de cette enveloppe sera également allouée à l'extension de la centrale solaire de Blita et au lancement des travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Sokoudé. Il est essentiel de souligner que cette initiative s'inscrit dans la vision ambitieuse du Togo qui vise à parvenir à l'électrification pour tous d'ici 2030. Ces actions démontrent la détermination du pays à améliorer l'accès à l'énergie, contribuant ainsi au bien-être de sa population et à la réalisation des objectifs de développement durable. Après 2 années consécutives de baisse de performance, l'industrie cotonnière du Togo reprend du poil de la bête. La production pour la saison 2023-2024 est estimée à 70 000 tonnes selon les déclarations de la nouvelle société cotonnière. D'autres précisions avec Gloire Lodonou. Le secteur du coton au Togo a connu une année exceptionnelle en 2023-2024 avec une récolte record de 70 000 tonnes. Cette performance confirme le rebond observé ces dernières années, marquant ainsi une étape importante dans la revitalisation de l'industrie cotonnière. La production de coton a longtemps été un pilier de l'économie togolaise. Toutefois, elle a connu des difficultés au cours des dernières décennies en raison de divers facteurs dont la fluctuation des prix mondiaux et les défis liés au changement climatique. Cependant, grâce à une combinaison de facteurs dont l'adoption de nouvelles technologies et l'amélioration des pratiques agricoles, la production de coton est en hausse. L'augmentation de la production est une bonne nouvelle pour les agriculteurs togolais qui dépendent du coton pour leur subsistance. Elle est également bénéfique pour l'économie togolaise dans son ensemble car le secteur du coton génère des emplois et stimule la croissance économique. Cependant, malgré ces progrès, les défis subsistent. Pour maintenir cette dynamique, il sera essentiel de continuer à investir dans la recherche et le développement, d'améliorer l'accès au financement pour les agriculteurs et de renforcer les infrastructures de soutien. En somme, la récolte record de 70 000 tonnes en 2023-2024 est une réalisation significative qui témoigne de la résilience et de la détermination des agriculteurs togolais. C'est un signe d'encouragement pour l'avenir du secteur du coton au Togo et une preuve que malgré les défis, un rebond est non seulement possible, mais est en train de se produire. À l'international au Sénégal, la validation du report par l'Assemblée nationale de l'élection présidentielle suscite des réactions et des manifestations dans tout le pays. La population est partagée entre incompréhension et frustration. Reportage. La validation du report de la présidentielle et la prorogation du mandat du président Macky Sall par l'Assemblée nationale a eu l'effet d'une bombe. La décision est loin de faire l'unanimité chez les Sénégalais, partagés entre incompréhension et frustration. C'est comme le sentiment des millions de Sénégalais, tout simplement. C'est un sentiment de frustration parce qu'on n'attendait pas à que Macky Sall reporte les élections. Ça, on doit considérer ça tout simplement, c'est un coup d'État constitutionnel. À mon déception, mais déception, J'avais une déception, mais cette déception est encore plus forte parce que Macky Sall nous avait dit avoir verrouillé la Constitution et que personne ne pourra y toucher, quoi qu'il arrive. Lorsqu'il a voulu ramener son mandat à 5 ans, il est allé voir le Conseil constitutionnel pour qu'il décide. Mais là, il se tourne vers l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils sont en train de jouer avec les Sénégalais. Macky Sall est en train de jouer avec les Sénégalais et c'est quelque chose de très grave. Le choc est dur à encaisser pour ces Sénégalais, même si la décision semblait prévisible ces dernières semaines.
Selon ce docteur en sciences politiques, la démarche du régime actuel n'a rien de démocratique. Ça relève des pratiques autoritaires, à mon avis, dans des régimes autoritaires. Et au Sénégal, je pense qu'on a vécu souvent dans un nuage depuis des années. On a parlé de l'exception démocratique sénégalaise, un pays, un îlot de stabilité, un pays qui a été pionnier dans le multipartisme, pays où il y a la liberté d'expression, il y a les médias. Mais je pense que depuis quelque temps, ce modèle-là, il est en train de s'effriter, il est en train de s'épuiser. Je pense que nous sommes dans ça. Il faudra réinventer ce modèle-là. Le vote de l'Assemblée nationale laisse la place à une grosse inquiétude. Ici, beaucoup craignent une réaction de l'opposition. La plupart de ces leaders ont appelé à la mobilisation pour faire face à ce qu'ils qualifient de forfaiture. La peine de mort est abrogée au Zimbabwe. Ce mardi, une proposition de loi visant à mettre fin à cette pratique a été adoptée par le gouvernement zimbabwéen. Ceci après des mois de débats houleux au sein de la représentation nationale. Cette décision a été saluée à l'échelle nationale et internationale. Plus de détails dans ce qui suit. Le gouvernement zimbabwéen a décidé mardi d'abolir la peine de mort après des mois de débats au Parlement, choisissant à la place d'imposer de longues peines d'emprisonnement pour les délits les plus graves. Le gouvernement d'Emerson Mnangagwa a adopté ce projet de loi déposé l'année dernière à l'Assemblée nationale et visant à abolir la peine de mort, héritage de la colonisation britannique. Dans un communiqué officiel, le cabinet zimbabwéen a souligné la nécessité de maintenir un système pénal juste et équilibré où les circonstances aggravantes peuvent entraîner des peines d'emprisonnement à perpétuité. La dernière exécution au Zimbabwe remonte à 2005, marquant ainsi une décennie et demie depuis que le pays a renoncé à cette pratique controversée. Le président Emerson Mnangagwa, lui-même ancien condamné à mort lors de la lutte pour l'indépendance contre la domination britannique, a joué un rôle central dans cette décision historique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire, alors que l'Égypte exprime des préoccupations quant à l'extension des opérations militaires israéliennes près de sa frontière avec Gaza. Reportage. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire à l'occasion de sa 5e visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. Blinken espère faire avancer un éventuel accord de cessez-le-feu et la planification de l'après-guerre tout en apaisant les tensions régionales. Sa visite intervient également alors que l'Égypte s'inquiète de plus en plus des intentions déclarées d'Israël d'étendre son invasion de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que l'armée finirait par cibler la ville de Rafah, où plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants ont trouvé refuge et vivent désormais dans des conditions de plus en plus déplorables. Le Caire craint que les combats à proximité de sa frontière n'obligent des Palestiniens déplacés à passer en Égypte pour se mettre à l'abri. Les observateurs humanitaires de l'ONU ont déclaré mardi que les ordres d'évacuation israéliens couvraient désormais les 2/3 du territoire de Gaza, poussant chaque jour des milliers de personnes supplémentaires vers les zones frontalières. Et puis une meute d'hyènes a tué une personne et en a blessé 2 autres dans une banlieue proche de Nairobi, la capitale kenyane. Ces attaques ont suscité la peur parmi les étudiants car l'une des attaques s'est produite près d'un campus et la population lance un appel au gouvernement. Les détails. Des hyènes sauvages ont tué une personne et ont blessé 2 autres lundi dans une banlieue proche de Nairobi, la capitale kenyane. Anthony Pacha, connu de sa communauté, a croisé son destin alors qu'il vaquait à ses occupations quotidiennes. L'hyène l'a attaqué et l'a chassé de la forêt. Il a couru de ce côté et ils l'ont attaqué ici. C'est là qu'il a laissé son bois. Ensuite, elles l'ont traîné dans la rivière, elles l'ont traîné dans ce ruisseau. Et elles l'ont achevé ici. «
Les autorités débordées par l'urgence de la situation ont du mal à contenir la panique qui s'est emparée de la communauté. Le gouvernement devrait nous aider. Nous voulons que cette famille reçoive de l'aide. Tout a été tué dans cette ferme. Les vaches ont été tuées, les chèvres et maintenant les gens. Nous n'avons retrouvé aucune partie des personnes décédées. Nous n'avons reçu aucune aide. Les 2 autres victimes blessées ont été admises à l'hôpital. Les autorités ne nous ont offert aucune aide. Combien de temps devons-nous souffrir ? Située aux portes du parc national de Nairobi, cette banlieue semble désormais être une frontière entre la civilisation et le règne animal. L'université n'est pas très sûre parce que nous sommes à proximité du parc national. C'est vrai, ce que le gouvernement devrait faire, c'est imposer des restrictions, restreindre les déplacements des animaux. Les étudiants se déplacent ici et là, alors qu'un animal s'échappe, on peut aussi être attaqué. Les hyènes s'attaquent rarement aux humains. Mais cet incident a semé la panique parmi les habitants vivant à la frontière sud du parc national de Nairobi. Au final donc à cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous, restez fidèles au programme de la 7.